Donc, merci d'être venu. La chose chouette, la conséquence chouette du Covid, c'est qu'on peut faire des événements en digital et que donc on peut avoir des intervenants extrêmement intéressants qui n'habitent pas à Paris. Et ça, c'est quand même, croyez-moi, c'est une source de joie. Donc, bienvenue, c'est la deuxième conférence du Club Startup de l'AGE qui va être consacrée aux enjeux politiques de la Smart City. Et on a la grande chance et la grande joie d'accueillir Joël Gombin, qui est un des cofondateurs de Data Activist, donc il va tout vous expliquer. Mais avant, je vais vous dire quelques mots sur le Club Startup pour ceux qui auraient le mauvais goût de ne pas connaître. N'hésitez pas à poser des questions pour que tout se passe bien. On a fait un choix qui est un peu le format du Fireside Chat. L'idée, c'est que vous puissiez, on n'est pas très nombreux, profitez-en pour poser vos questions, lever la main, tout ça. Soit ça se passe bien, Joël vous entend, tout ça, soit je relayerai, c'est vraiment, voilà. Sur le Club Startup, donc les clubs de l'AEGE, leur fonction, c'est une fonction de production de connaissances, qui est quand même la grande vocation de l'école de guerre économique, et aussi de mise en lien des étudiants et des anciens. Nous, on a fait le choix avec l'autre cofondatrice de ce club, Alizée, qui peut malheureusement pas être là ce soir, à la fois d'amener les pratiques d'IE dans les startups, mais aussi de se poser la question du rôle des startups, du rôle des véhicules d'innovation dans les problématiques géoéconomiques, géopolitiques actuelles. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, ce sera avec plaisir. Joël va se présenter, mais là, vous avez une chouette photo, voilà, d'ici à ce que je retrouve l'écran. Et je vais lui laisser la parole. Si j'arrive à retrouver son... Joël, je te laisse commencer, puis je vais retrouver ton diaporama. D'accord, ça marche, merci. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de cette invitation que je suis heureux de pouvoir honorer. Donc, effectivement, je m'appelle Joël Gombin, je suis le cofondateur de Data Activist, je vais en dire un mot tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai un passé, un passif de politiste. J'ai beaucoup travaillé sur les enjeux, sur le vote pour l'extrême droite en particulier, pour le Front National, intérêt à la fois sociologique mais aussi géographique. Voilà, donc vous verrez que dans la présentation que je vais faire, que j'accorde de l'importance à la dimension politique des choses. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Ok, super. Ce que je vous propose, c'est de commencer sans beaucoup plus de circonvolution et je vais essayer de ne pas être long pour qu'on puisse derrière laisser du temps à l'échange. Donc, mon propos ce soir, ça va être d'essayer de vous dire quelques mots, de vous donner quelques idées autour des enjeux de la Smart City et pour une approche critique de la Smart City. Alors, critique ne veut pas nécessairement dire être contre, hein, mais simplement de se poser un petit peu et de réfléchir dans un contexte où on entend beaucoup parler de Smart City. En tout cas, moi, dans mon environnement professionnel, j'en entends beaucoup parler. Mais je pense que vous avez sans doute eu, vous aussi de votre côté, à en entendre parler un petit peu. Peut-être, si vous m'y autorisez, je voudrais juste vous montrer une petite vidéo. Contemporary cities couldn't cope with growth. The contemporary city needs a full redesign. What if we removed cars? What if we got rid of streets? What if we innovated in the public space? What if we built around nature instead of over it? What if everything you needed was always a 5-minute walk away? What if invisible technology generates carefree and open urban space? What if sustainability was not a goal, but a given? What if we replaced outdated urban services with new services driven by artificial intelligence? What if we built the Line? A 170-kilometer revolution in urban living. Protecting the Earth's most stunning nature while creating unmatched livability. A home to all of us. Welcome to the Line. NEOM.
Ça, en fait, c'est une publicité qui vise le grand public, qui a été diffusée sur Internet et je crois dans les médias audiovisuels également, à la télévision. On ne comprend pas très clairement à la vision du clip, sauf tout à la fin, si on est bon. En fait, c'est un projet qui porte sur l'Arabie Saoudite, qui a été imaginé en Arabie Saoudite et qui vise à construire une ville qui serait totalement linéaire, organisée autour d'un mode de transport qui pourrait desservir cette ville à très grande vitesse. La raison pour laquelle je vous montre ce clip, au-delà du fait qu'il est assez drôle, c'est que ça montre bien, à mon sens, la dimension extrêmement prométhéenne et utopique d'une certaine manière, et en même temps très technosolutioniste de beaucoup de discours contemporains sur la Smart City. Comme si on allait totalement réinventer la ville hors de toute réalité organique de ce qu'elle peut être depuis des siècles et des siècles. Vraiment une sorte de tentation de la page blanche grâce à laquelle la technologie pourrait résoudre l'ensemble des problèmes sociaux. On va voir que c'est un petit peu au cœur de cette question. Voilà, donc peut-être repartir de ce clip qui est récent pour faire passer une première idée, qui est que la Smart City, c'est une idée et peut-être même dans une certaine mesure une réalité qui sont en réalité très anciennes, au-delà de la gangue de discours très autour de l'innovation, de la modernité, voire du futurisme qui imprègne les discours sur la Smart City. En fait, c'est un discours qui fait appel à des imaginaires qui sont très anciens. On peut évidemment se référer à l'Utopia de Thomas More, cette idée de pouvoir créer une sorte de ville idéale, un petit peu hors de toute contingence sociale, géographique, etc. Si on avance un tout petit peu dans le temps, on a bien sûr une inspiration très forte dans le positivisme d'Auguste Comte, ce système philosophique qui vise à organiser la société autour de principes scientifiques, l'idée que la science peut permettre d'organiser la société de manière optimale et de résoudre les problèmes sociaux. On trouve également beaucoup cet imaginaire dans toute la science-fiction et la littérature d'anticipation, a commencé par Jules Verne, notamment dans les 500 millions de la Bégomme. On a Franceville, qui est une espèce de ville idéale fondée sur l'hygiène et sur la science, qui est vraiment très intéressant de relire ce roman de ce point de vue-là. Il y a également un imaginaire qui a été au-delà de l'imaginaire d'ailleurs, qui est extrêmement intéressant, qui est celui de Walt Disney. Pardon, il y a une petite typo sur ma slide, c'est bien Walt Disney dont il s'agit. Walt Disney a voulu, dans les années 70, construire en Floride un parc d'attractions, mais qui devait être plus qu'un parc d'attractions, qui s'appelle Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Et l'idée, c'était de créer une communauté, donc une ville, entièrement gérée par la compagnie Disney, par l'entreprise Disney, et qui échapperait totalement à l'action et à la régulation des pouvoirs publics. Walt Disney avait négocié avec l'État de Floride de pouvoir vraiment exercer l'entièreté des prérogatives de pouvoir public sur ces territoires. Finalement, pour diverses raisons, le projet n'a pas été jusqu'au bout, notamment parce qu'il a rencontré des oppositions politiques dans la population. Il y a bien un parc d'attractions qui a été construit, mais le volet ville a été abandonné. Mais l'imaginaire est très intéressant. Et le lien que j'ai mis, je ferai circuler les slides si vous voulez, le lien que j'ai mis renvoie vers un épisode d'une grande traversée de France Culture consacrée à Walt Disney qui est vraiment très, très intéressant sur la vision urbanistique de Walt Disney. Et dernier élément, c'est bien sûr extrêmement incomplet, ce n'est pas du tout exhaustif comme recension, mais dernier élément d'imaginaire, c'est celui des PC urbains, les postes de commandement urbains, qui sont en fait une réalité assez ancienne. Par exemple, à Paris, pour la gestion des feux tricolores de circulation, on a un poste de commandement intégré qui s'appelle l'UTES, qui est ancien, qui doit dater des années 60, je pense,
et qui, en un endroit centralisé, grâce à des données qui arrivent depuis l'ensemble des axes de circulation et des feux tricolores, on peut commander le déclenchement, le fonctionnement des feux de circulation pour optimiser la circulation automobile. Donc, on voit que cette idée d'avoir un contrôle technique, une sorte de gouvernement technique, scientifique de la ville est une idée en fait très ancienne et qui trouve déjà des réalisations il y a plusieurs décennies. Si on voyage un petit peu, l'image que vous voyez, c'est une image d'un projet qui s'appelle CyberSyn, qui a été développé par le président Allende au Chili avant le coup d'État, qui s'inscrivait dans l'imaginaire ou dans la vision théorique, disons, de la théorie cybernétique, et qui visait à contrôler l'ensemble de l'économie du Chili depuis une salle de commandement économique. On voit là en vision d'artiste. Il y avait des données qui remontaient depuis l'ensemble du pays par Telex à l'époque, et le gouvernement pouvait piloter l'économie chilienne. C'était vraiment une sorte de vision, enfin de croisement entre la vision socialiste, communiste du dirigisme économique et la modernité technique de l'époque d'Allende. C'était un universitaire britannique d'ailleurs qui avait mis au point d'un point de vue technique ce projet. Plus près de nous, le terme de Smart City, la notion de Smart City, en fait, est une notion qui a été créée par des firmes informatiques à des fins marketing. En fait, c'est des entreprises telles que IBM ou Cisco qui ont, à la fin des années 2000, à la fois développé le modèle, ou en tout cas un modèle de Smart City, et qui ont inauguré ce vocable qui visait à rendre plus efficiente la gestion urbaine en proposant une plateforme transversale d'analyse de données à des villes, à des gouvernements urbains. Mais cette première génération de Smart City, qui en France s'est surtout développée dans des villes comme Nice et Montpellier. Pourquoi Nice et Montpellier? Parce qu'en fait, il y avait des centres de recherche d'IBM qui étaient installés dans ces villes depuis fort longtemps, depuis plusieurs décennies. Donc, des liens étroits avec les pouvoirs publics qui avaient été développés. Ben, en fait, cette tentative, ça s'est révélé être un échec vraiment flagrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, IBM ne connaissait pas ce qu'était une collectivité territoriale, une ville, un gouvernement urbain, et IBM avait complètement sous-estimé la singularité des villes par rapport à d'autres types d'organisations ou de dispositifs. Et en fait, ils se sont aperçus qu'une approche purement technique par la donnée, finalement, ne permettait pas d'avoir une modélisation pertinente de ce qui peut se passer dans une ville. Au-delà de ça, il ne faut pas non plus penser que le terme de Smart City, ça peut être un réflexe assez fort de se dire finalement le terme de Smart City, ça ne renvoie qu'à cette tentative marketing de firmes informatiques de vendre leurs services. Oui, certes, mais en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? On pourrait le résumer en disant que c'est la transition numérique des politiques urbaines. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des activités humaines aujourd'hui connaissent à différents degrés une transition numérique. Et bien sûr, les villes, les territoires plus largement connaissent elles aussi une transition numérique. Et finalement, ce qu'on met derrière ce terme de Smart City, on peut l'analyser comme étant ce phénomène de transition numérique. Alors, en quoi consiste cette transition numérique exactement? On peut relever plusieurs dimensions de ce phénomène. D'abord, on a une explosion de la captation de données dans les environnements urbains, parce qu'on a de plus en plus de capteurs, on a le développement de l'IoT, des objets connectés, et donc il devient extrêmement peu coûteux, facile techniquement, peut-être intéressant sur le plan des métiers, de pouvoir capter de la donnée sur un grand nombre de phénomènes sur lesquels on ne captait pas de données ou on a capté très peu jusqu'à présent. Donc, on a une masse de données qui est de plus en plus massive. C'est vrai des données qui sont captées à l'initiative des pouvoirs publics, mais c'est vrai aussi plus largement
de données qui sont produites ou captées à l'initiative d'acteurs privés. Aujourd'hui, dans les villes, vous avez, je ne sais pas, un Uber, par exemple, qui va être un producteur de données extrêmement important sur les déplacements ou les besoins de déplacement des habitants ou des visiteurs de la ville. Ensuite, deuxième élément, les collectivités territoriales, les villes, les métropoles, etc., comme la plupart des autres acteurs aujourd'hui, déploient de plus en plus des interfaces numériques, elles dématérialisent leurs process, et donc tout ça va venir contribuer à cette transition numérique. Troisième élément, on a des problématiques assez prégnantes de contrôle et de surveillance de l'espace public qui se traduisent notamment depuis au moins 2 décennies par le développement parfois massif de la vidéosurveillance dans l'espace public, ou vidéoprotection selon le regard politique qu'on porte sur ces phénomènes-là. En tout cas, on a de plus en plus de caméras dans l'espace public. On avait une première génération de caméras qui finalement visait simplement à pouvoir à ce qu'il y ait des êtres humains derrière ces caméras qui puissent regarder soit en temps réel, soit a posteriori ce qui s'est passé dans l'espace public. Aujourd'hui, ces caméras sont des capteurs à part entière, c'est-à-dire que non seulement souvent à côté de la caméra on met d'autres capteurs, mais en plus des algorithmes d'intelligence artificielle, de computer vision vont pouvoir utiliser ce que les caméras voient pour en tirer un certain nombre d'informations sur la circulation automobile ou d'autres modes de circulation, sur je sais pas, l'état de propreté du sol, etc., etc. Vous pouvez multiplier à l'infini en fait les usages de ces images, y compris parfois de manière assez intrusive. Par exemple, il y a des projets pilotes aujourd'hui dans un certain nombre de villes d'utiliser des caméras de vidéosurveillance, notamment dans les transports en commun, pour essayer de modéliser l'état émotionnel des habitants ou des personnes qui passent par là, pour éventuellement y répondre. Et ça peut commencer à vraiment représenter un degré assez important d'intrusion dans la vie des gens, sans même parler bien sûr des sujets de reconnaissance faciale. On pourra en dire un mot tout à l'heure dans la discussion si vous le souhaitez. Et puis enfin, autre élément de cette transition numérique des politiques urbaines, c'est que on est de plus en plus en capacité de modéliser des phénomènes urbains et de mettre en place des modèles prédictifs, de la prédiction sur les phénomènes urbains. Bien sûr, par exemple, sur la circulation automobile, mais aussi sur toute une série d'autres phénomènes, qu'ils soient naturels ou pas, par exemple sur de la prévision d'inondation, sur de la prévision de fréquentation des espaces publics, etc. Et ça touche aujourd'hui à différents degrés tous les services urbains. La mobilité, bien sûr, mais aussi la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'éclairage public, etc., etc., etc. Là, je vous ai mis, je ne sais pas à quel point c'est lisible sur vos écrans, mais il y a un lien derrière. Je vous ai mis un petit schéma en fait qui modélise un petit peu, qui résume un petit peu ce que je viens de dire, mais qui traduit aussi un élément aujourd'hui constitutif de la Smart City, c'est que dans la plupart des cas, on a un très grand morcellement des solutions, des outils et des acteurs qui interviennent sur la Smart City. Ce graphique, il est issu d'un rapport que nous venons de rendre il y a quelques semaines. Alors, quand je dis nous, c'est un groupement auquel Datactivist, l'entreprise à laquelle j'appartiens, auquel Datactivist appartient. Donc, c'est un groupement constitué de Data Publica, une alliance d'entreprises dont Datactivist fait partie, et KPMG, et qui a répondu à une sollicitation, à un marché de la Direction générale des entreprises de Bercy, en partenariat avec les acteurs de la filière numérique, donc le comité stratégique de filière Infranum, la Fédération française des télécoms et le CICABEL, qui est le syndicat des fabricants de câbles électriques. Et en gros, la commande, c'était de dire c'est quoi le modèle français aujourd'hui de ville intelligente, de territoire intelligent.
Et donc, on a rendu il y a quelques semaines là, un très gros rapport, il fait plus de 300 pages, qui aujourd'hui essaie de répondre à cette question sur qu'est-ce que c'est le modèle français de territoire intelligent. Est-ce qu'il y en a un? Je vous spoil un peu le rapport. La réponse est non. Aujourd'hui, il n'existe pas un modèle français de territoire intelligent. Par contre, on essaie d'esquisser ce que pourrait être un modèle et quels sont les chemins pour y parvenir. Est-ce qu'il y a une seule manière d'y aller ou est-ce qu'il y a plusieurs manières en fonction de l'histoire? On penche plutôt pour cette deuxième hypothèse. Et on fait dans ce rapport un certain nombre de recommandations aux pouvoirs particuliers, mais aussi aux acteurs privés, sur la manière d'accompagner le développement de ces territoires intelligents. Donc, je vous invite à aller consulter le rapport ou sa synthèse si vous êtes un peu pressé. Et puis, par ailleurs, si ça fait un webinaire demain après-midi de présentation de ce rapport. Je pourrais tout à l'heure vous faire circuler le lien d'inscription si vous le souhaitez. Avec plaisir. Voilà. Peut-être encore quelques mots avant de passer à la discussion sur la question de la politisation des smart cities. Ce qui me frappe, en tout cas dans le contexte français aujourd'hui, c'est qu'on a une très faible politisation de cet enjeu. Et ce n'est pas moi qui le dis, je fais référence à un article qu'a publié le politiste Antoine Courmont, qui est un spécialiste de ces sujets, et qui a montré que finalement, aujourd'hui, il y a très peu de politisation, que en fait, c'est souvent appréhendé comme une sorte de fatalité ou en tout cas de sens de l'histoire auquel on ne peut pas échapper, de sujets techniques plutôt que politiques. Et en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de politisation au sens alignement sur la variable partisane du rapport à la transition numérique des villes. On peut prendre deux exemples. Aujourd'hui, les deux projets les plus avancés en France de Smart City sont à Dijon et à Angers. Ils sont dirigés par des exécutifs de deux couleurs politiques différentes, socialistes à Dijon et les Républicains à Angers. Et les deux villes ont mis en œuvre des projets assez comparables du point de vue du contenu. C'est des projets vraiment d'hyperviseurs urbains, donc avec vraiment cette idée d'avoir une sorte de tour de contrôle intégré de l'ensemble, ou en tout cas d'un grand nombre de services publics urbains. Donc vraiment sur le même imaginaire, alors, avec des montages contractuels un peu différents, mais d'une certaine manière, si on était un peu taquin, on pourrait dire que le montage d'Angers est légèrement plus à gauche que le montage de Dijon. C'est déformé, amplifié. Et dans les deux cas, ces projets ont été votés à la quasi-unanimité par l'Assemblée métropolitaine. Ça n'a pas été l'enjeu d'affrontement politique entre la majorité et son opposition. Hein, c'est plutôt des choses qui font très largement l'unanimité. Alors, pour essayer justement de soulever cet enjeu-là, j'avais publié une tribune, là vous en avez une petite capture d'écran dans la Gazette des communes, en essayant justement de tracer, alors c'est une tribune, hein, c'est un format court, mais essayant de tracer qu'est-ce que ça pourrait être une politisation de la Smart City. Pas une politisation pour le plaisir d'avoir du conflit, mais simplement pour dire ça doit devenir l'objet de débats politiques, ça doit être un sujet dont les décideurs politiques et les citoyens s'emparent, parce que dire que ça n'est pas un enjeu politisé ne veut pas dire que ça n'est pas un enjeu politique. Que le renvoyer à des questions de bonne gestion, en fait, consiste à confier non pas même à une technostructure, car aujourd'hui la technostructure n'existe pas, pour ainsi dire, dans les villes, mais plutôt à des acteurs privés qui peuvent être de différentes natures, qui aujourd'hui en France sont plutôt les grands acteurs industriels de la gestion urbaine, sur les acteurs de l'eau, du BTP, des transports, etc., des grands services urbains, mais aussi potentiellement des acteurs californiens, dirons-nous. Vous avez sans doute entendu parler, j'en dirai un mot tout à l'heure, du projet Quayside à Toronto, qui était un projet Google, hein, dans lequel la ville de Toronto confiait à Google
le soin d'aménager tout un quartier, c'était des friches d'un port industriel, et Google devait aménager et gérer l'ensemble de ce quartier. Donc, on voit que des grands acteurs du numérique peuvent devenir des acteurs urbains. Le projet de Toronto a échoué finalement. On pourra revenir dans la discussion, si vous voulez, sur les raisons de cet échec. Mais en tout cas, très clairement, les grands acteurs du numérique aujourd'hui sont très intéressés par ces enjeux de gestion urbaine. C'est vrai de Google, mais c'est sans aucun doute vrai des autres acteurs urbains. On peut très bien imaginer comment un Amazon, par exemple, demain, peut vouloir devenir un acteur majeur de la gestion des villes, parce qu'il y a des synergies évidentes avec ces activités économiques. Alors, si on dit la Smart City doit devenir un enjeu politique, ok, mais ça veut dire quoi? Quels en sont les enjeux? Je vais essayer d'en souligner quelques-uns. D'abord, il me semble qu'il y a la question de la culture de la donnée, de la littératie de données, de la data littératie, c'est-à-dire la capacité des citoyens à comprendre les enjeux de la donnée, non pas à être des techniciens ou des data scientists de la donnée, mais à en comprendre les enjeux citoyens et quotidiens. Et donc, ça veut dire que si les données urbaines sont des données politiques, si elles ont des enjeux politiques, eh bien, être citoyen aujourd'hui signifie être en capacité d'appréhender ces données. Et donc, si on dit quelle data littératie pour les citoyens, aussi quelle politique publique d'acculturation à la donnée, d'éducation à la donnée des citoyens on développe. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de villes en France qui sont actives sur ce sujet-là. Deuxième enjeu, me semble-t-il, quelle implication des citoyens et de la société civile? Si vous allez lire le rapport que j'ai évoqué tout à l'heure, vous verrez que la première recommandation qu'on fait, il y a plusieurs dizaines de recommandations, mais la première qu'on fait, c'est de dire qu'il ne doit pas y avoir aujourd'hui de projet de territoire intelligent sans une implication forte des citoyens dans la conception de ces projets. Mais ça veut dire quoi quand on dit implication des citoyens et de la société civile? Comment on définit la société civile? La société civile, c'est le patronat? Est-ce que c'est une association qui s'appelle Technopolis, qui est une association citoyenne qui conteste très fortement les projets de vidéosurveillance et plus largement de surveillance de l'espace public? Voilà, en fait, société civile est un terme souvent bien pratique derrière lequel on peut mettre des choses extrêmement différentes, et donc il faut quand même qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire impliquer les citoyens et la société civile. Troisième enjeu, je l'évoquais à l'instant, quelle place on réserve aux entreprises dans la gestion urbaine et quel contrôle politique et démocratique on peut exercer sur ces entreprises. Ces entreprises, ça peut être donc des prestataires de services urbains, les Veolia, Suez, même si maintenant ça ne fera plus qu'un, les Vinci, les Bouygues, et j'en passe et des meilleurs. C'est les GAFAM, je l'ai dit à l'instant. Ce sont aussi les plateformes urbaines telles que Airbnb, Uber, etc., qui aujourd'hui jouent un rôle important dans l'aménagement et le développement des villes. On sait par exemple le rôle que Airbnb a sur la gestion du logement dans une ville. Pour autant, ces plateformes urbaines aujourd'hui n'ont pas de relation commerciale, n'ont pas de relation contractuelle avec les villes. Et donc, les villes sont bien dénuées de leviers vis-à-vis de ces plateformes. A fortiori en France, d'ailleurs, où les collectivités territoriales ne disposent pas du pouvoir réglementaire et donc ne peuvent pas édicter des règles à l'égard de ces plateformes. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où les villes disposent d'un pouvoir réglementaire et donc elles peuvent dire « moi, j'interdis Airbnb chez moi, j'interdis Uber, etc. » On l'a vu d'ailleurs dans un certain nombre de villes américaines, mais aussi ailleurs, à Londres en particulier. Et puis, dernier enjeu, là encore, ce n'est pas du tout exhaustif, mais la question de la gouvernance des données. Quelle gouvernance des données de la Smart City on met en place? Qui est autour de la table pour cette gouvernance? Quelle place on réserve à l'open data, c'est-à-dire aux données ouvertes, aux données librement accessibles à l'ensemble des citoyens et des acteurs économiques dans cette gouvernance? Est-ce qu'on dit que, par principe, dans la Smart City, on considère que les données doivent être ouvertes, sauf principe qui s'y oppose, bien sûr, lorsqu'on a des données personnelles, etc., on ne va pas les ouvrir, mais est-ce que par principe, on doit le faire? C'est aujourd'hui ce que dit la loi. On a une loi en France, la loi pour une République numérique, qui fait de l'open data un principe par défaut, une obligation par défaut pour l'ensemble des administrations.
Pour autant, aujourd'hui, à Dijon, qui est le projet le plus avancé en France de Smart City, aujourd'hui, nous n'avons pas d'open data à Dijon. Donc là, on voit qu'on a quand même un sujet sur cette gouvernance des données et sur la transparence que les citoyens sont en droit d'attendre. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant en espérant n'avoir pas été trop long. Je crois que j'ai été un petit peu plus que ce que j'aurais dû et en laissant la place à la discussion. Du coup, Ben, tu poses la première question. Oui, Merci beaucoup, Joël. C'était vraiment passionnant. Moi, j'aurais une première question. Pourquoi le choix de data activiste comme nom? Alors, pourquoi Data Activist? Donc, effectivement, je crois que je n'ai pas pris le temps de trop présenter Data Activist au début de mon intervention. Et donc, Data Activist, c'est une société coopérative que j'ai cofondée avec Samuel Goetha en 2016 et dont je suis le gérant aujourd'hui. Aujourd'hui, Data Activist, c'est une vingtaine de collègues et de consultants qui se consacrent à l'ouverture des données. On accompagne les acteurs publics essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement publics, dans l'ouverture de leurs données et dans la réutilisation des données ouvertes. Et pourquoi ce nom de Data Activist? En fait, on s'est inspiré avec Samuel, quand on a créé Data Activist, d'un livre qui s'appelle Statactivisme, qui est un livre d'universitaire, notamment autour d'Emmanuel Didier, qui est un chercheur en sociologie de la quantification, qui s'intéresse à la sociologie des données. Et c'est un livre qui décrit un ensemble de modes d'action ou de revendications de mouvements sociaux, de syndicats, d'associations de citoyens qui utilisent la statistique, les catégories statistiques pour mener des luttes sociales. Par exemple, les associations de chômeurs qui ont eu des controverses avec l'INSEE sur comment on mesure le chômage, sur vraiment la construction des indicateurs du chômage. Et donc, Emmanuel Didier a construit cette catégorie de statactivisme pour décrire ces phénomènes-là, et ça nous a beaucoup inspiré. Et donc, nous, on a construit la notion de datactivisme, de datactiviste, en disant les données peuvent aussi servir celles et ceux qui veulent changer leurs organisations, qui veulent changer la société, etc. Donc, c'est aussi une manière de dire que même si on est dans un métier de conseil, on fait ce métier de conseil avec beaucoup de conviction dans l'ouverture des données, dans le potentiel de l'ouverture des données comme vecteur de changement. Moi, je vais ajouter une question. Pourquoi on est un club qui s'intéresse à l'entrepreneuriat? Pourquoi avoir choisi le modèle de la coopérative? Oui, bonne question. Pas celui de la start-up comme tout le monde, quoi. Oui, effectivement, on a décidé qu'on ne deviendrait pas millionnaire. Parce qu'effectivement, la coopérative, ça implique deux choses, en fait. Ça implique la démocratie dans la gouvernance de l'entreprise. Donc, l'ensemble des salariés ont vocation à être associés et, selon le principe, un homme, une voix. Donc, chaque associé a le même poids dans la prise de décision. Donc, bien qu'étant cofondateur et gérant de la société, je n'ai pas plus de poids que n'importe quel autre associé salarié. Et deuxième principe, c'est que dans une coopérative, la valeur économique qui est créée revient pour partie à la coopérative elle-même, qui se constitue des fonds propres, des réserves impartageables, et pour partie est distribuée aux travailleurs sous forme de participation. Et donc, il n'y a pas de dividendes en général qui sont versés, et surtout, il n'y a pas de valorisation des parts. En fait, on ne peut pas revendre une coopérative. Une coopérative n'est pas OPAisable ou ne peut pas être rachetée par une autre structure. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'en fait, le modèle de la coopérative nous est complètement raccord avec les valeurs qu'on prétend défendre dans notre engagement professionnel. Notamment, on s'appuie beaucoup sur la notion de commun dans notre réflexion et dans notre pratique autour de l'open data. Et il nous a semblé que le modèle coopératif était un bon modèle pour justement tenter de construire des communs. Merci beaucoup. On a une question à distance. Donc on va laisser la personne ouvrir son micro et la poser. Je ne la vois pas. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui.
Merci. Justement, j'avais une question concernant les Smart Cities. C'était plutôt la mobilité électrique, véhicules électriques, véhicules à hydrogène et aussi les véhicules autonomes. Et dans votre explication, vous dites que l'open data est obligatoire pour l'État, mais il y a beaucoup de municipalités qui ne le prennent pas en compte. Mais comme la mobilité autonome et la mobilité électrique, d'un point de vue mobilité, mais aussi gestion de l'énergie, arrivent à grands pas, comment ces municipalités peuvent rattraper leur retard? Alors, c'est vraiment une question très intéressante que vous soulevez là parce que au-delà de l'imaginaire et des promesses qui sont celles de la mobilité autonome, en particulier des véhicules autonomes, quand on creuse un peu ce sujet-là, on s'aperçoit qu'on est sans doute à la veille d'une reconfiguration extrêmement importante des villes, des environnements urbains autour de la mobilité autonome. Pour le dire autrement, si on veut que demain, il y ait vraiment des véhicules autonomes qui circulent en ville, et en particulier qui circulent en environnement naturel, j'ai envie de dire, et pas simplement en site propre. Ça suppose qu'on organise entièrement la ville autour de cette mobilité autonome pour la permettre, et notamment pour la permettre dans des conditions de sécurité acceptables. Et donc, ce sera sans doute une reconfiguration des villes de la même ampleur, de la même nature que celle qui a eu lieu dans les années 50, 60, quand on a massivement adapté nos villes au développement de l'automobile et au développement massif de l'automobile, qu'on a déconstruit toutes les lignes de tram qui existaient, qu'on a bien séparé les voies sur lesquelles circulaient les voitures des trottoirs, et ainsi de suite. Et bien sûr, cette question des véhicules autonomes, c'est une question massive de données parce que, en fait, pour qu'un véhicule autonome puisse circuler, il faut qu'on ait une modélisation extrêmement fine de l'environnement urbain. Ces voitures, bien sûr, ont des caméras, mais en fait, ce n'est pas les caméras en temps réel qui sont la seule source d'information, ni même souvent la source d'information principale pour permettre aux véhicules autonomes de circuler, enfin, en tout cas pour permettre demain aux véhicules autonomes de circuler, parce qu'il faut bien voir qu'on est aussi face à une réalité qui nous échappe, qui s'éloigne devant nous. Hein, si on reprend les prévisions d'il y a 20 ans, on devrait déjà avoir des véhicules autonomes depuis 10 ans, et puis en fait, on n'y est toujours pas. Et on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Juste pour finir de répondre à votre question, on va avoir un problème aussi lié aux données, qui est que aujourd'hui, les entreprises les plus en avance sur les questions de véhicules autonomes sont des entreprises nord-américaines, états-uniennes, qui ont fait rouler des voitures dans des environnements urbains états-uniens. Ces environnements urbains ne sont pas configurés de la même manière que les villes européennes. Ce sera l'euphémisme de la soirée, je pense. Pardon ? Ce sera l'euphémisme de la soirée. Absolument. Et donc, comme sur tous les modèles d'intelligence artificielle, quand on fait tourner des modèles d'intelligence artificielle sur des données qui sont très différentes des données d'entraînement, ça ne marche pas bien. Donc, on va avoir des bugs et pour pouvoir y répondre, on va avoir effectivement besoin d'avoir des données massives sur les environnements urbains européens. La question, qui n'est pas tranchée, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qui va produire ces données et selon quelles conditions. Est-ce que c'est les pouvoirs publics qui vont produire ces données, qui vont les mettre à disposition des entreprises et des opérateurs? Est-ce que c'est ces opérateurs qui vont eux-mêmes produire ces données? Si Google fait tourner des Google Cars dans l'ensemble des villes européennes, et pas seulement des villes d'ailleurs depuis 10 ans maintenant, ce n'est pas tout à fait par pur amour d'avoir des jolies photos de nos villes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que de la photo, c'est du lidar sur les Google Cars. Donc, c'est de la modélisation 3D qui, bien sûr, est utile pour ces projets de véhicules autonomes. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, et sans doute encore plus demain, on a une connaissance des environnements urbains qui va être beaucoup plus fine chez des acteurs privés que chez des acteurs publics.
Ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce que très concrètement, la réalité de la gestion urbaine aujourd'hui, c'est que les villes ne savent pas, par exemple, ce qu'il y a dans leur sous-sol. Donc, quand on creuse des tranchées pour faire une intervention sur tel ou tel réseau, très souvent, on a des surprises parce qu'on connaît très mal ce qu'il y a sous la surface du sol et parfois même au-dessus de la surface du sol. Et donc, si on a des entreprises qui maîtrisent beaucoup mieux la description de l'environnement urbain que les pouvoirs publics, ça pose quand même un certain nombre de questions. Juste une dernière petite question, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. C'est à propos des programmes V2G et V2H. Selon vous, la gestion de données, on devrait la déléguer aux villes ou bien directement à l'État? Alors, c'est un débat un peu récurrent dans le petit milieu de savoir effectivement est-ce qu'il doit y avoir un niveau territorial qui doit être chef de file sur la gestion et la gouvernance des données. Évidemment, ça donne lieu à beaucoup de lobbying. Les associations de métropoles type France urbaine vont dire ça doit être la métropole, l'ARF va dire ça doit être les régions, et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas de conviction forte sur le sujet. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait un niveau qui soit plus pertinent qu'un autre. Ce que je pense en revanche, c'est que clairement l'État a un rôle de chef d'orchestre et de régulateur à jouer. Et ce qu'on a pointé dans notre rapport que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'État en France n'est pas organisé sur le sujet. Il n'y a pas de, on ne sait pas quel numéro appeler quand on veut parler de Smart City au niveau de l'État. Ça va sans doute changer d'ailleurs, à la fois du fait de ce rapport. Il y a un rapport de l'IGA, donc de l'Inspection générale de l'administration qui est dans les tuyaux. Il y a un rapport du Conseil d'État qui est dans les tuyaux. Donc l'État se pose la question aujourd'hui de savoir quelle organisation il doit adopter. Mais aujourd'hui, cette organisation n'existe pas. Donc il est important que l'État s'organise et se donne les moyens de jouer ce rôle de chef d'orchestre, de facilitateur et de régulateur. Deuxième conviction, c'est que le bon niveau territorial n'existe pas dans l'absolu. Par contre, il peut exister politique publique par politique publique. Si je prends la question de la gestion des déchets, par exemple, eh bien aujourd'hui, les régions doivent réaliser des schémas directeurs, de la planification et des schémas directeurs sur la gestion des déchets, et les villes ou les métropoles font le traitement concret des déchets, la collecte, le retraitement, etc. Du coup, il semble assez logique de penser que c'est la région qui doit être en position de pouvoir centraliser les données, les traiter, etc., pour pouvoir élaborer ces documents de planification et surtout suivre leur mise en œuvre, ce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout capable de faire, en s'articulant étroitement avec les villes ou les métropoles qui sont les opérateurs sur le sujet, qui ont les mains dans le cambouis ou plus exactement dans les poubelles, si vous me permettez l'expression. Mais sur d'autres sujets, ce sera d'autres strates territoriales qui seront pertinentes. Donc, je ne crois pas à des solutions génériques. Par contre, il y a des bonnes coalitions d'acteurs à trouver sujet par sujet. D'accord, merci. On avait une question de la salle à ma droite. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Il y avait l'instant euphémisme, je vais faire l'instant pub parce que je travaille chez Suez. Et comme c'est revenu un peu… J'avais juste une réaction en fait par rapport peut-être au fait… Alors, je préviens, c'est du pro-domo total, mais c'est pour alimenter le débat. Une réaction par rapport au fait de mettre en fait les acteurs privés comme… je ferais bien la distinction et en fait vous la faites d'une certaine manière, mais je la préciserai entre acteurs privés GAFA et acteurs privés, on va dire, opérateurs de services urbains. Et d'ailleurs, ça fait un lien, je pense que l'approche de la Smart City, elle se nourrit aussi, et pour faire un témoignage concernant Suez, de l'expérience sur nos métiers historiques et notamment sur les contrats et sur la manière de travailler avec les collectivités. Et je pense que l'outil contractuel, ça reste quand même un bon outil de régulation sur le partage des données. Et c'est des débats qu'on a vraiment actuellement.
Alors, j'ai lu le rapport et notamment ses recommandations, mais pas in extenso. Et je sais plus ce que vous disiez sur l'aspect commande publique, parce que nous, on le voit vraiment comme un des sujets. Parce qu'au-delà des questions technologiques, en fait, la Smart City, on s'en rend compte, c'est aussi un enjeu de désilotage des politiques locales, parce que c'est en utilisant les données de l'eau qu'on va enrichir le service sur l'énergie. Enfin voilà, c'est avec cette transversalité-là. Et sur ça, il y a un vrai frein qui est lié en fait à la commande publique, quoi. Et je sais que dans le rapport, vous en parlez, mais je ne me souvenais plus exactement quelles étaient les préconisations qu'il y avait sur la commande publique locale. Oui, alors effectivement, d'abord, premier point, je vous rejoins sur le fait de dire que les acteurs de la gestion urbaine historique, qui sont en général des délégataires de services publics ou des concessionnaires, ne sont pas dans une situation comparable à celle des GAFA. C'est clair, on n'est pas dans le même type de cadre contractuel, on n'est pas dans les mêmes modèles économiques surtout. Pour autant, je nuance un petit peu en disant que quand on regarde ce qui se passe à Dijon ou ce qui se passe à Angers, on n'est pas dans les montages contractuels traditionnels. On n'est pas sur de la délégation de services publics. On est à Dijon, par exemple, sur du partenariat public-privé où, globalement, on donne les clés à l'acteur privé, enfin, en l'occurrence au groupement, c'est un groupement d'acteurs privés, sur une longue durée, sur des engagements de performance. Et non pas sur des montages historiques, enfin classiques de délégation de services publics. Ce qui n'est pas en soi critiquable et qui peut même être un outil tout à fait intéressant, mais disons qu'on va s'approcher de logiques de gestion beaucoup plus globale, puisque à Dijon, le marché sur On Dijon, enfin le partenariat public-privé, plus exactement sur On Dijon, traite non pas d'un service public, mais d'un ensemble de services publics qui sont gérés globalement par un même consortium, avec notamment un partage des données au sein de ce consortium. Donc, on est sur un modèle quand même potentiellement de gestion globale de la ville qui va rapprocher ça des propositions des GAFAM, même si clairement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes logiques. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, peut-être là-dessus, un enjeu, me semble-t-il, de la Smart City, des projets de territoire intelligent, c'est que si on regarde ce qui s'est passé sur les délégations de services publics, historiquement, il y a une sorte de mouvement de balancier entre les délégataires et les délégants, avec un enjeu, un rapport de force entre les deux qui dépend de la capacité à maîtriser les sujets techniquement. C'est-à-dire, très concrètement, si vous faites une délégation de service public, mais que vous, collectivité, vous n'avez pas la technicité, vous n'avez pas les ressources techniques pour écrire correctement la délégation et surveiller correctement son exécution, vous donnez les clés du camion à votre délégataire qui fait ce qu'il veut. Non pas qu'il ait une mauvaise, qui soit animé de mauvaises intentions, mais sont des entreprises privées qui ont des objectifs de profit tout à fait légitimes. Mais derrière, c'est le travail de la collectivité délégante de bien contrôler son délégataire. Or, aujourd'hui, dans des contextes de territoire intelligent qui reposent sur une très forte technicité, sur de l'innovation technologique importante, eh ben, on se retrouve avec des acteurs publics qui n'ont pas nécessairement les compétences et les ressources pour pouvoir s'assurer de contracter ou de pouvoir réguler dans de bonnes conditions. Donc là, il me semble qu'il y a un enjeu extrêmement important. Dernier élément de réponse, alors c'est la partie sur la commande publique du rapport n'est pas celle que je maîtrise le mieux parce que ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, ce sont nos amis de Parmavocat. Mais effectivement, il y a des enjeux aujourd'hui autour de la commande publique sur au moins deux axes. Le premier, c'est avoir les bons véhicules contractuels. Ce qu'on dit dans le rapport, c'est que globalement, il nous semble que les outils existent. Il y a sans doute quelques ajustements à faire, mais les outils existent, mais souvent, ils sont mal connus ou mal maîtrisés par les acheteurs. Donc, si déjà on exploitait toute la boîte à outils, toute la palette, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites.
On peut prendre un exemple, hein, les marchés d'innovation qui sont très peu utilisés alors qu'ils peuvent être un vecteur intéressant. Deuxième élément, sur la question de la commande publique, il nous semble que dans les contextes de projets territoires intelligents, on aurait de très forts enjeux, un très fort intérêt à pouvoir mutualiser de la commande publique. Or, aujourd'hui, en France, on est très mauvais sur le sujet et on a pu constater dans notre étude qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ne savent pas mutualiser de la commande publique. Il n'y a vraiment quasiment pas d'exemples. Les quelques exemples qui existent sont des usines à gaz totales, alors qu'à l'étranger, ça peut exister. J'étais au Québec il y a quelques semaines et l'ensemble des municipalités du Québec ont constitué un groupement de commandes pour commander en commun certaines études. C'est à peu près inimaginable en France aujourd'hui. Vous avez évoqué le quartier de Toronto créé par Google, mais c'est un échec. Aujourd'hui, il y a des créations de villes qui sont directement impulsées par les GAFAM, comme Belmont par Bill Gates aux États-Unis ou au Japon par Toyota. Et je voulais faire le parallèle avec ce que vous évoquiez sur la dépolitisation des smart cities. Est-ce que ce n'est pas justement un transfert politique du pouvoir politique, pardon, des municipalités vers les géants du numérique? Alors d'abord, une première précision concernant le projet Quayside à Toronto. Il s'agissait d'un projet de création d'un quartier, de création et de gestion d'un quartier par Google, mais c'est resté à l'état de projet. Il n'y a pas un seul bâtiment qui est sorti de terre, à part le bâtiment de présentation du projet, mais c'est jamais rentré en phase opérationnelle. Pourquoi? Parce que précisément la question de la gouvernance des données est devenue un enjeu politique très fort. Pour le coup, il y a eu à Toronto une politisation très forte du sujet sous l'action d'abord de collectifs citoyens, notamment autour d'une militante, Bianca Wiley, qui ont conduit finalement à l'échec du projet. Alors, Google a argué que c'était lié à la crise du Covid, au fait qu'il n'y avait plus de modèle économique, etc. Mais en réalité, les connaisseurs du sujet, et je pense notamment à Jacques Priol qui a écrit un livre qui raconte cette histoire qui s'appelle « Ne laissez pas Google diriger nos villes », estiment que c'est plutôt lié au fait que la collectivité avait tellement, sous la pression des citoyens, tordu le bras à Google sur la question de la gestion de la donnée, notamment en exigeant de Google que l'ensemble des données de ce projet soient déposées dans un tiers de confiance qui serait piloté par la collectivité et non pas par Google, que Google ne trouvait plus d'intérêt à ce projet. Pour autant, ils ont fait pendant plusieurs années de la R&D, c'est je crois 60 millions de dollars à peu près d'investissement de R&D de Google sur ce projet, et l'entreprise qu'ils ont créée pour ça continue d'exister et effectivement s'intéresse et s'intéressera à d'autres projets. Donc l'ambition de Google d'être un acteur important de la Smart City demeure. Alors ensuite, est-ce que c'est le signe d'un transfert du pouvoir des collectivités, de l'acteur public, des acteurs publics vers les géants du numérique? En tout cas, je crois que c'est clairement un risque, c'est clairement en tout cas un enjeu de ces sujets-là. Et c'est bien en ce sens-là que je pense qu'il faut que ces sujets deviennent des enjeux politiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu est politique, simplement, il n'est pas politisé parce que les acteurs politiques et les citoyens ne s'en sont pas emparés. Mais il est clair que, comme d'ailleurs dans l'ensemble des secteurs dans lesquels la transition numérique se déploie, en fait, cette transition numérique, à chaque fois, elle entraîne avec elle des remises à plat, des rapports de force entre les différents acteurs. Et on voit très bien aujourd'hui, dans un très grand nombre de domaines, que ce soit la culture, le transport, la consommation, etc., que les acteurs du numérique deviennent des acteurs extrêmement puissants au détriment d'autres acteurs. Eh bien, je crois qu'effectivement, dans le domaine de la gestion urbaine, nous courons le même risque, en tout cas que le même scénario peut se répéter, et que c'est pour ça qu'il faut y être extrêmement attentif.
parliez beaucoup de données, de partage de données tout à l'heure, et je voulais savoir si il pouvait y avoir des problèmes au développement des smart cities liés justement au RGPD. Bah, on peut regarder ça sous l'angle problème ou sous l'angle opportunité. Effectivement, une différence majeure entre Toronto et Paris ou Marseille ou Lyon, c'est qu'en Europe, on a le RGPD. On a le RGPD qui fournit un cadre à la protection des données personnelles, à la protection de la vie privée des citoyens et qui fournit surtout un cadre de confiance. Je crois que dans le RGPD, il ne faut pas simplement voir quelque chose qui empêche de faire ceci ou cela. Il faut avant tout voir un levier pour la confiance des citoyens. Les citoyens européens peuvent, davantage que d'autres, avoir confiance dans les acteurs publics comme dans les acteurs privés parce qu'ils savent que la gestion de leurs données est soumise à un cadre qui est bien posé et qui d'ailleurs, au passage, fait aujourd'hui exemple dans le monde entier. Le fait que la Californie ait adopté une sorte d'équivalent du RGPD a été largement médiatisé, mais la Californie est loin d'être la seule. Au Canada, par exemple, aussi bien l'État fédéral canadien que le Québec sont en train d'adopter des réglementations qui sont proches du RGPD. La ville de Toronto a également adopté, suite à l'affaire Keysight, une réglementation, puisque je l'ai dit, au Canada, les villes ont un pouvoir réglementaire, donc elle a adopté une réglementation qui est également inspirée du RGPD. Donc, ça fait école et de fait, ça oblige les acteurs transnationaux, et notamment les grandes multinationales du numérique, à s'inscrire dans le cadre du RGPD. Dans la mesure où le marché européen est le premier ou deuxième marché mondial, en fait, elles sont obligées de savoir faire pour le RGPD. Et si elles savent le faire pour l'Europe, elles peuvent savoir le faire pour le reste du monde. Donc, avec le RGPD, on a quand même créé une sorte de standard mondial, de normes mondiales. Donc, ça peut être… Donc, pour ma part, j'y vois plutôt un garde-fou, voire une opportunité parce que la question de la confiance est clé. Si on veut une ville qui soit une ville, je dirais, conforme à nos valeurs, qui soit une ville démocratique, durable, etc. Si on ne veut pas une… Parce que sinon, l'anti-modèle, quelque part, c'est quoi ? Ce serait la Smart City à la chinoise, dans laquelle, finalement, il n'y a aucune garantie des libertés individuelles et de la vie privée, au profit, certes, d'une optimisation massive du fonctionnement urbain, mais qui fait totalement fi des libertés. Donc, moi, j'y vois plutôt une opportunité et je pense qu'en fait, on devrait sans doute aller encore plus loin en fait, et vraiment utiliser le RGPD comme un socle sur lequel on construit une gouvernance ambitieuse et partagée des données urbaines. Merci. On a une dernière question parce qu'il est quand même déjà 20h05, mais Ben a encore une question et puis on te laissera conclure éventuellement. Il y a un plan d'investissement massif, le plan France 2030, et j'aimerais savoir quelle place cela va apporter aux Smart City en France. Parce qu'on a vu grâce à votre présentation que le sujet des Smart City en France est encore peu développé. Et voilà, j'aimerais savoir si ce plan va permettre le développement des Smart City dans un futur. Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parce que, pour être honnête, je ne connais pas le détail du plan France 2030. Ce que je peux dire, c'est que suite à l'étude qu'on a rendue à la Direction générale des entreprises, il y a un appel à projet qui a été lancé, qui a été annoncé d'ailleurs par le secrétaire d'État Cédrico. Il y a un appel à projet qui a été lancé pour la construction de projets de territoires durable et intelligent, mais qui est doté d'un montant relativement modeste, 30 millions d'euros. Mais quelque part, ce qui est intéressant avec cet appel à projet, ce n'est pas tant le montant que le fait qu'il pose un certain nombre de critères dans l'éligibilité des projets et dans l'évaluation des projets, qui sont des critères qui sont inspirés des recommandations qu'on a pu faire. Et donc, de se dire qu'on peut espérer que les financements publics, qui sont nombreux en fait par différents guichets et à différents niveaux territoriaux, vont permettre de favoriser un modèle vertueux de Smart City. Après, ce qui est clair également et qu'on montre dans le rapport et qui est très clair aussi quand on lit des rapports plus anciens sur les questions de Smart City, c'est qu'on est dans un domaine dans lequel les promesses
sont énormes et donc on a plein d'études de grands cabinets de conseil ou d'experts qui disent la Smart City, ça va être X milliards d'euros ou de dollars à tel horizon. Et puis en fait, on s'aperçoit quand on regarde après coup que c'est assez loin de la réalité. Mais c'est aussi quelque part une question de périmètre parce que si on dit que la Smart City, c'est la transition numérique des villes, en fait, il est clair que c'est à la fois inéluctable et extrêmement transversal comme sujet. Donc, à partir de quel moment on dit c'est la Smart City, ça n'en est pas, qu'est-ce qu'on met dans ce périmètre-là, etc. C'est assez compliqué à faire, d'autant plus que les acteurs sont extrêmement multiples. De mon point de vue, Uber est sans doute le premier contributeur à la smart citisation, si je peux dire, des villes françaises. Mais ce n'est pas de l'investissement public et c'est souvent d'ailleurs un investissement qui ne bénéficie pas beaucoup aux acteurs économiques français. Merci. Du coup, moi, j'ai juste une dernière question qui va en forme de conclusion, mais c'est quoi pour toi les prochaines étapes, les tendances à regarder, si on veut continuer à s'intéresser à ce sujet, et pour ceux qui vont vouloir poursuivre, à ton avis, qu'est-ce qu'on va voir arriver dans les prochaines années? Je ne demande pas un travail de prédiction, je suis plutôt dans une démarche prospective et de création. Je ne reviendrai pas te hanter quand… C'est ça, comme c'est enregistré, je vais éviter les prédictions hasardeuses qu'on pourrait me ressortir dans quelques années. Non, alors, si les prédictions vous intéressent, je vous invite à aller lire notamment ce qu'écrivent Stéphane Schultz et Noémie Aubron, qui sont deux consultants indépendants, qui ont un petit cabinet qui s'appelle 15 marches, qui ont vraiment une production extrêmement intéressante. Et Noémie Aubron écrit des formes de textes d'anticipation ou de prospective qui sont très, très stimulants. Moi, de mon point de vue, j'ai moins d'imagination que Noémie ou que Stéphane, mais de mon point de vue, ce à quoi il faut prêter attention, c'est à la dialectique ou à la tension entre l'impulsion publique et finalement la volonté de pouvoir orienter le développement des villes et le fait qu'on est, me semble-t-il, peut-être davantage encore que dans le passé, dans des systèmes qui échappent à cette impulsion publique. C'est-à-dire, très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore capable de faire de la planification urbaine, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire un plan local d'urbanisme ou un plan de déplacement urbain quand on a des acteurs comme Airbnb, comme Uber, ou simplement quand les transformations des comportements et des pratiques des individus, notamment du fait du numérique, créer une myriade de comportements individuels qu'on ne sait pas, influer, modifier ou réguler. Et l'agrégation de cette myriade de comportements individuels crée des effets collectifs qui ne sont pas recherchés ou désirés, qui sont même souvent indésirables, mais qu'on ne sait pas bien réguler. En gros, ce qu'on connaît depuis quelques décennies avec l'étalement urbain, que personne ne souhaite, mais que tout le monde subit, est-ce que ce n'est pas un peu l'avenir de notre planification urbaine, de notre développement urbain? Et ça, face aux défis de la transition écologique, ce n'est pas du tout certain que ce soit souhaitable ou désirable. Donc pour moi, l'enjeu finalement, il est là. C'est comment la puissance publique et derrière la puissance publique, les citoyens arrivent à reconstruire de la capacité d'agir. C'est un super mot de conclusion, c'est parfait. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps pour le passer avec nous. Voilà, écoute, on communiquera la présentation si tu veux bien me l'envoyer. Je te l'enverrai, ouais, je te l'envoie ce soir. Et puis, on va diffuser l'enregistrement, bien sûr, et il y aura sûrement des questions de type esprit de l'escalier. Donc là, ils te retrouveront et sachez qu'on peut le retrouver sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonne invitation.